En fait, ce qu'aurait été courageux, c'est de continuer dans un truc qui me plaisait pas. En fait, c'était une évidence et j'avais pas d'autre solution. À partir du moment où tu as une évidence professionnelle qui se présente à toi, moi, je me suis dit, c'est kiné et rien d'autre. Donc, c'était en fait hyper facile. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast Hypo Jobs of Tomorrow pour vous guider sur votre voie professionnelle dans le monde de demain. Je suis Anne-Laure, coach carrière et fondatrice de Hypo AI. À chaque épisode, j'aurai à mes côtés un invité spécial pour vous parler des métiers d'avenir, de reconversion ou d'évolution professionnelle, des outils au service de votre carrière et plus généralement du futur du travail. Et maintenant, imaginez, vous avez tout bien fait. Vous avez intégré une des meilleures écoles de France, un parcours qui vous promet un brillant avenir. Et puis 1 an seulement après être entré dans la vie active, vous décidez de tout arrêter pour recommencer de zéro. Voilà, c'est l'histoire incroyable de mon invitée d'aujourd'hui. Elle a eu le courage de quitter une voie toute tracée pour suivre la sienne, kiné. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a ensuite fusionné les deux mondes pour créer un grand pôle santé kiné sport à Lyon. Bonjour et bienvenue Sarah. Bonjour Anna. Je suis contente que tu aies accepté mon invitation parce que je suis sûre que ton témoignage va inspirer beaucoup de gens. Et donc, je voudrais qu'on commence par le début, en fait. Comment tu t'es orientée vers des études de commerce, en fait? À l'époque, qu'est-ce qui s'est passé? Quel a orienté ton choix, motivé ce choix plutôt? Je dirais que ça s'est fait en 2 temps, puisque j'ai 2 parents qui sont kinés. Et que donc j'ai baigné dans ce monde-là sans y baigner vraiment, puisque ça intervenait pas trop dans le monde de la famille, le métier de mes parents. Et quand il a fallu choisir une orientation, on était assez jeunes, on avait 16-17 ans. C'était un moment où je pense que j'étais très scolaire, mais pas très mûre, pas très mature. Et donc je me suis dit, ben je vais faire comme mes parents, quoi, c'est facile. Et puis ça avait l'air d'être sympa. Et à ce moment-là, donc j'en ai parlé à essentiellement mon père qui travaillait en libéral, qui rapidement m'a dit, écoute, bon c'était les années 90, hein, fin des années 90. J'ai quand même des parents ouverts, mais mon père m'a dit, écoute, kiné en libéral, pour une femme, c'est très dur. La sécurité sociale, c'est compliqué. Donc, c'était déjà un sujet dans les années 90. Et puis, je me rappelle vraiment de cette conversation qui a pas duré longtemps. Et ça a fermé une porte dans ma tête. Il m'a pas interdit de le faire, mais ça a fermé cette porte quasi instantanément. Enfin, pour moi, c'est ce qui s'est passé. Et assez définitivement. Voilà, donc ça, c'est la première partie. Et puis ensuite... comme j'étais hyper bonne élève et que ma grande sœur avait entamé ses études supérieures et elle était en IUT GEA, je pense que je devais pas être très inspirée, donc plutôt que de suivre mon père, j'ai suivi ma grande sœur, quoi. Voilà. Donc, et comme j'étais bonne élève, j'ai pas fait un IUT, j'ai fait une première année de prépa qui s'est soldée par un échec parce que pour le coup là, je me suis retrouvée avec des très très bons et plutôt très mauvaises. Donc, première année de prépa pour école de commerce ratée. Et du coup, j'ai intégré un IUT GEA, gestion des entreprises et des administrations. Voilà. Je continue le dérouler. Ah oui, vas-y, tu nous expliques un peu ton parcours. Donc j'entre à l'IUT et puis c'est la vie étudiante qui démarre à ce moment-là, assez insouciante, plutôt cool, agréable, avec des super rencontres, des amis au top et puis vraiment pas trop de soucis au niveau scolaire, je veux dire. On était étudiants, mais on était encore dans un IUT, donc ça restait un peu scolaire. On était très maternés. On apprenait, mais c'était facile, donc je me suis jamais projetée dans ma vie professionnelle. Donc c'était facile. Et la suite logique de l'IUT, c'était soit d'aller travailler tout de suite, mais j'avais 20 ans, toujours un peu immature, et puis envie
d'avoir une situation et tout ça. Donc à cette époque-là, on disait faut faire 5 ans d'études, faut faire une grande école, c'est la voie royale. Je pense que c'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on utilisait comme expression. Je sais pas si ça se dit toujours aujourd'hui, mais en gros, tu faisais soit une école d'ingénieur, soit une école de commerce, et là, t'étais le roi du monde, quoi. C'est vraiment l'époque bénie des écoles de commerce, je pense. Et ben donc voilà, concours d'entrée aux écoles de commerce, prise dans l'école de commerce de Grenoble, donc dans ma ville. Première année d'école de commerce, donc troisième année d'études, ben pareil, c'est facile. Ça me passionne pas, mais je me pose pas vraiment de questions, quoi. Je déroule le truc, les années passent et je me pose pas de questions. Et donc la deuxième année d'école de commerce, c'est une année où on peut choisir de faire de l'alternance, c'est-à-dire d'être à mi-temps entre l'école et l'entreprise. Et j'y vais. Et là, cata, je me retrouve commerciale, grande distribution, donc je découvre un monde et un travail qui me déplaît, qui me fout dans le bad. Donc j'étais pas bien, j'aimais pas du tout ce que je faisais. J'avais des super avantages par contre, j'avais une voiture, j'avais un salaire, l'entreprise me payait l'année de scolarité, donc c'était quand même cool. Donc je suis allée jusqu'au bout, mais franchement pas bien. C'est la première fois de ma vie où où j'ai été pas bien, mais sans vraiment me poser de questions. J'ai pas eu de déclic, j'ai quand même continué. Je me suis pas dit c'est pas du tout mon monde, ça m'intéresse pas. Je pense que l'ambiance était tellement bonne et puis la carrière quoi. En fait, on te dit faut faire ça, tu le fais et puis si t'as pas de problème à l'école, tu continues. Donc la dernière année d'école de commerce, je l'ai faite également en alternance. Et là, du coup, j'ai changé de milieu professionnel. J'étais dans le commercial, je suis allée dans la communication. Et bon, bah là, pour le coup, encore une fois, confort, paisible, facile. J'étais dans un petit cocon avec des gens sympas, pas très challengeants, pépère, fonction publique, quoi. Et donc j'ai fait mon année, j'ai eu mon diplôme, parfait quoi, nickel. Mes 5 années d'études, mon petit chapeau qu'on jette à la fin. Et je me rappelle, on avait même des petites écharpes là avec notre année de diplôme. Et voilà. Et puis après, on se retrouve jeté dans le grand bain. Qu'est-ce que je cherche comme métier, comme travail, comme emploi? Et là, waouh, ben je sais pas, parce que j'ai fait une année de commercial, j'ai pas aimé. La communication, j'ai l'impression d'être nulle, d'avoir aucune compétence. Donc je postule à des trucs et je postule et rapidement j'ai un premier entretien pour un boulot d'acheteuse, donc rien à voir avec ce que j'avais déjà fait, à Paris, dans le 9-3. Et il se trouve que mon copain de l'époque, qui est toujours mon conjoint, avait trouvé un boulot à Lyon, donc on en discute et tout. Et puis franchement, je me voyais pas du tout aller bosser à Paris, donc je refuse. Et c'est le seul boulot, la seule offre d'emploi pour laquelle j'ai eu un entretien, où j'y suis allée, où on m'a fait une proposition d'emploi que j'ai refusée. Et ensuite, pendant 1 an, j'ai postulé à des trucs et j'ai été prise nulle part. Mais même pas en entretien, nulle part, aucun truc. Et du coup, ben voilà, c'était un peu le début de l'année noire, quoi. Parce que tout le monde bossait, tous mes potes de promo avaient trouvé un boulot, et moi, je me retrouvais sans rien à la maison, à faire des petits jobs parce qu'il fallait quand même payer la bouffe et les courses et le loyer, et puis pas rester trop à la maison. Mais je me suis vraiment un peu enfermée dans un truc assez difficile. Et puis à un moment donné, j'ai je sais pas, et j'ai une espèce de révélation, mais c'est toujours pareil, c'était assez inconscient, j'ai rien conscientisé du tout. Je l'ai conscientisé que en le racontant, mais des années après. Et à un moment donné, j'ai dit donc à mon conjoint qui s'appelle Richard, je lui ai dit je crois que je veux reprendre mes études et je veux faire kiné.
Il me fait ouais, il serait temps que tu le fasses parce que tu le temps que t'en parles. Et là, je lui fais mais quoi? Et j'en parle aussi à quelques copains de promo qui me disent la même chose, qui me disent mais en fait, arrête de nous en parler, fais-le. Mais je leur ai dit mais en fait, je vous ai parlé de ça quand, comment, pourquoi, dans quel contexte et apparemment, mais j'en ai aucun souvenir, aucune conscience. J'en parlais régulièrement, mais je me rappelle pas. Et du coup, à ce moment-là, le fait de le verbaliser, ça m'en a fait prendre conscience. Et puis voilà, après le processus de réflexion et tout s'est enclenché. Et puis c'était reparti, quoi. Et c'était devenu logique pour ton entourage que tu ailles dans cette voie au final, puisque Bon. ils avaient déjà perçu ça avant toi, en fait. Ben ouais, ils avaient perçu le truc avant moi, mais c'est assez incompréhensible et enfin et inexplicable du coup parce que moi je pense que je l'avais au fond de moi ce truc, mais que c'était voilà, j'avais fermé la porte au moment où mon père m'avait dit écoute c'est compliqué et puis que je l'avais jamais vraiment réouverte ou Ouais. elle était entrebâillée et puis ça me faisait des petits signaux mais inconscients jusqu'au moment où je l'ai dit à haute voix, vraiment. Tu vois, je fais une toute petite parenthèse parce que quand j'entends ça, justement, pour informer les gens sur l'intérêt, par exemple, d'un bilan de compétences, dans le bilan de compétences, il y a une des étapes où on regarde le parcours et on fait parler les gens sur vraiment de leur enfance jusqu'à leur vie adulte. Et c'est un moment où ils s'aperçoivent parfois de choses Ouais, qui ouais. avaient du mal à popper, quoi. Et donc, c'est typiquement ce que tu racontes là, quoi. Donc, t'as pas eu besoin de faire de bilan de compétences à l'époque, c'est venu comme Ouais. ça, 1 an après que tu sois diplômée. Mm. Et donc là, donc tu reprends les études. Et comment? Alors, j'ai dit ton entourage, c'était évident, mais par exemple, la réaction de parents dans ces cas-là, c'est Bah on ça a point. c'est compliqué parce que tes parents ils ont investi quand même dans tes études, ils t'ont payé. Bon moi j'ai fait 2 années en apprentissage donc mais ils ont quand même payé une année de scolarité hyper chère et puis ils ont projeté un truc quand même malgré tout pour toi. Même si je pense que avant tout pour eux c'est l'idée que c'est que ton enfant soit épanoui, mais c'est vrai qu'à ce moment-là ils étaient peut-être moins sensibilisés au fait que t'es pas forcément épanoui parce que t'as fait 5 ans d'études quoi, tu vois. Donc je me rappelle vraiment pareil du jour où je leur ai annoncé que je voulais reprendre mes études, j'avais le cœur qui battait à 10 000 à l'heure parce que je savais que vraiment ça allait être dur pour eux quoi. Et puis je m'étais un peu renseignée avant sur comment je pouvais reprendre mes études pour que financièrement ce soit le moins difficile possible. Et en fait, il se trouve que donc j'étais partie à Lyon pour suivre Richard et que je suis grenobloise. Et il se trouve que Grenoble, c'est la seule école de France qui, à l'époque, alors je sais pas comment c'est maintenant, mais à l'époque, donc il y a une quinzaine d'années, c'était la seule école qui était une école pilote, qui était donc une école gratuite, financée par le ministère de la Santé, et qui intégrait ses étudiants sur 3 voies d'entrée, qui étaient donc la première année de médecine, la première année de biologie et la première année de STAPS. Donc ils voulaient essayer d'avoir une population plus diversifiée à l'entrée en école de kiné que juste des étudiants en médecine parce que à l'époque, mais je crois ça vraiment ça a changé. À l'époque, quand t'intégrais kiné, c'est que t'avais raté médecine, quoi. Donc, ils voulaient avoir des gens plus motivés et qui voulaient vraiment faire kiné. Donc, c'était cool pour moi parce que c'était gratuit à Grenoble. Mais du coup, il a fallu que je dise à mes parents, papa, maman, je reviens à la maison. Merci de m'accueillir. Donc, je pense pas qu'ils l'ont fait de gaieté de cœur. A posteriori, je leur en veux pas, mais tu te débarrasses. Enfin, tu reprends une vie sans enfant à la maison, et puis t'as ta deuxième j'avais quel âge? J'avais 25 ans, Ouais. qui revient à la maison, qui a aucun revenu, qui déboule pour une première année. Donc moi, j'ai choisi de faire STAPS parce que je savais que médecine c'était mort pour moi, c'était trop difficile. Enfin, il y a trop de monde. Au final, en fait, quand tu regardes les stats, STAPS c'est aussi difficile en termes de Ah ouais. proportion d'entrée. Ok. Parce qu'ils gardaient quand même une majorité d'entrées en médecine, quelques 6 STAPS et 6 bio sur une promo de 45-50 élèves. Bon,
bref. Donc c'était une année un peu de concours quand même malgré tout. Donc je suis retournée chez mes parents. Ils m'ont redonné de l'argent de poche. Enfin, ça a été hyper difficile et pour eux et pour moi. Ouais, ce que j'allais dire, c'est pas que pour eux, parce que pour toi, ça devait pas être simple. Le regard Ouais, des bon après autres, le c'est un sentiment de choix, prendre du hein. retard. Ouais, c'est un bah oui. Donc pour moi c'était un choix. Après moi je leur ai imposé mon choix à eux. Donc Mais bon c'était pas toujours simple à la maison, mais c'était une année où j'ai fait que bosser quoi. Donc pour le coup je me suis remis en mode concours pendant 9 mois et ça a marché. Voilà. Donc j'étais trop contente. T'étais major promo, non, à STAPS? Ou il y avait pas quelque chose Ouais, comme ça? Non? ouais. T'es Ok, major de promo à STAPS et en kiné aussi. voilà. Ah bah, bon élève, hein. Toujours bon élève, quoi. Ouais, Ouais, toujours bon élève, ouais, mais ça marche encore mieux quand on est dans sa voie, quoi. Enfin, tu vois, tu ouais, ouais. disais tout à l'heure, la communication, enfin, t'es quelqu'un qui t'exprime parfaitement bien, hein, mais c'est juste, c'était peut-être pas ton truc de parler de tout, n'importe quoi, ou de faire enfin voilà, faut toujours Non, trouver c'était. là où on va s'épanouir, où on se plaît, quoi. Le truc qui nous plaît pas, on reste fade, même si on a les compétences intellectuelles pour le faire. Donc, et ne parlons pas de la partie commerciale dans laquelle ça te correspond encore moins peut-être. Ouais, J'ai... et encore que je vois maintenant, peut-être, il y avait aussi sûrement une histoire de maturité. Enfin, peut-être que j'aurais pu réussir à développer des compétences que j'ai aussi aujourd'hui dans mon métier, dans le commercial, mais pas l'inverse, tu vois. Ouais, Enfin, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, par exemple, quand je parle à un patient, malgré tout, il faut que j'arrive à le convaincre que ce que je lui propose comme traitement, c'est le bon traitement. T'es ouais, obligé de faire ouais, ça ouais. maintenant parce que les gens ils sont tellement ils vont regarder sur internet, ils vont machin et t'as besoin d'être convaincant et du coup faut avancer des arguments. Bon ok c'est des trucs scientifiques, c'est pas du blabla. On va dire que c'est pas bullshit quoi. Moi j'avais vraiment ce terme n'existait pas quand tu vois on disait pas ça quand on est sorti de l'école de commerce mais moi j'avais vraiment l'impression de brasser de l'air. Et là, pour le coup, c'est vraiment un métier concret où tu pars t'as un point de départ, un point d'arrivée, et puis c'est pas de l'air quoi, c'est de l'humain 100%. Donc voilà. Ah, c'est sûr. Mais en fait, ce qui fait, enfin, l'école de commerce, je pense, enfin, on apprend des choses concrètement, mais c'est pas ce qui compte. Ils recrutent surtout Oui, des gens qui ont des soft skills, en fait. Et ces soft skills dont tu parles, ces compétences de savoir-être, c'est des compétences qui te servent en fait bah, dans ton métier pour échanger, communiquer, accueillir les gens. Et pas que, parce qu'au final, tu as quand même monté un pôle santé important. Je pense que ça demande des compétences qui sont pas données peut-être à tous les kinés de réfléchir, faire aller voir des banques, aller voilà décrocher des emprunts, faire toute cette gestion après de travaux, de je ne sais quoi, de se projeter, de faire un projet assez ambitieux au final. C'est est-ce que finalement ton diplôme d'une certaine manière tu l'as pas un peu amorti à travers ça ou en tout cas il t'a pas servi? bah je déçois tout le temps tout le monde quand je dis ça, mais je pense qu'il m'a servi à rien. Mais c'est moi toujours avec mon tu sais mon absence de recul et d'analyse de la situation, mais parce que je suis nulle pour ça, mais j'ai pas l'impression que ce que j'ai appris. En fait, si tu veux, j'ai monté un cabinet avec une copine qui est kiné et qui a jamais fait d'études de commerce avant. J'ai pas l'impression d'avoir été meilleure qu'elle ou d'avoir enfin on n'a pas les mêmes compétences. Moi je suis plus facile pour aller parler aux gens, mais je pense que c'est ma nature, c'est pas l'école de commerce qui m'a appris ça, c'est effectivement un truc un savoir-être qu'elle a pas. Bon, on partage des compétences, mais je pense pas, je crois pas. Et est-ce que devant un banquier, ça a quand même pas une petite crédibilité de dire je sors d'une école de commerce, je monte un dossier, etc. pour créer, enfin obtenir un emprunt. Tu penses pas que ça a pu servir, par exemple? Alors je sors un peu du sujet, Ouais. mais c'est un gros sujet les banquiers. Non, mais parce que en fait, malgré mes années d'études, malgré nos quasi 10 ans d'expérience de kiné, nos chiffres à l'appui, nos chiffres d'affaires et tout ça assez conséquents et tout ça, on n'a pas réussi à avoir d'emprunt Ah ouais, ok. jusqu'à ce qu'on prenne une courtière. On a galéré, galéré. Hein. On avait signé le compromis pour acheter des murs. Ok, on faisait un gros emprunt parce que c'est un gros Ouais. projet, mais qui tourne.
sur le papier il tournait, dans la réalité il tourne, tout va bien, c'est presque les doigts dans le nez. Et quand même, tu couperas au montage si tu veux, mais c'est hyper important pour moi de le dire, c'est que à la fin, on a quand même réussi à avoir un emprunt, mais in extremis, grâce à la courtière, et que la courtière nous a dit à la fin, je vous le dis maintenant, mais vous auriez été 2 mecs de 40 ans, vous auriez eu votre prêt dans la minute. Compte pas sur moi pour le couper parce que je pense que il faut être conscient de ça, malheureusement. Mais c'est vrai, hein. Enfin, et pour plein de sujets, pour que ça soit la banque ou même des business angels pour financer un projet. Enfin, j'ai lu des stats qui sont ahurissantes. Mais il faut en être conscient parce que quand on se lance dans une reconversion, quand on imagine que ça va être simple, qu'on va obtenir ça facilement, bah savoir que quand on est une femme, on a peut-être 3 fois plus de difficultés, voire plus, j'en sais rien. Hein, Ouais. Mais je sais pas si c'est bien de le savoir, si tu veux, parce que moi, franchement, quand elle nous a dit ça, mais j'en avais les bras qui tombaient. Jamais je me serais pour moi, c'était pas possible qu'on fasse une différence. Et après coup, bon, après on arrête de parler de ça, mais après coup, on a eu des banquiers qui nous ont posé des questions, mais de ouf par rapport à ce qu'ils demanderaient à un mec. Mais comment vous allez vous occuper de vos enfants? On nous a demandé. Mais et pour en revenir au sujet, peut-être que ça m'a aidé, mais je m'en rends pas compte. Et effectivement, sur tout ce qui est négo et relations publiques, je suis meilleure que mon associé. Mais bon. Non, mais ça, c'est ce que je te dis. Enfin, si t'as été prise dans une bonne école comme Oui, c'est ça. ça, Ouais. c'est parce que t'avais déjà enfin, cette Ouais. prédisposition, ce talent. Donc, sans doute que t'aurais très bien, ça n'aurait pas changé peut-être grand chose au final. Et d'après ce que tu décris, pas tant que ça, quoi. Après, c'est des rencontres, un réseau. Enfin, le chemin d'une vie. Vas-y. C'est vrai que j'essaye d'encourager les gens à voir les choses autrement, pas voir ça comme un temps perdu et des regrets, parce que la vie, elle se construit avec des choses. On a l'impression qu'on s'est trompé, alors qu'en fait, c'est une étape Ouais. pour la suite. Donc, Mais je suis assez d'accord. ouais, Je suis vraiment d'accord. Je pense que j'aurais fait kiné en parcours initial, ben j'aurais pas été la même kiné. c'est sûr. Alors moi, justement, j'aimerais bien qu'on parle maintenant de ce métier de kiné. Pour avoir ta perception sur les années qui viennent. Qu'est-ce qui va se transformer dans ce métier et si tu le vois comme un métier d'avenir? Alors déjà, comment je vois mon métier, il a énormément évolué depuis que j'ai commencé. Ah ouais? En fait, moi, j'ai appris un métier très manuel, avec un patient très patient et passif. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, le patient, il arrivait, il se déshabillait, et puis s'il avait mal à l'épaule, il tendait son bras, et puis c'était toi qui faisais tout, quoi. Et en fait, c'est marrant parce que c'est la préhistoire de la kinésithérapie. C'est-à-dire que depuis l'origine de la kinésithérapie jusqu'à ce que moi je commence, là on va dire les 2-3 premières, allez, les 4-5 premières années d'exercice, donc jusqu'en 2015, on va dire, jusqu'à il y a 10 ans, c'était ce métier-là, très manuel, où on massait beaucoup, où on mobilisait beaucoup, et c'était un métier empirique. Donc c'était pas du tout basé sur des preuves scientifiques, aucune recherche scientifique sur le sujet. Ok. Après, ça peut marcher, hein, comme la médecine chinoise, ça marche sans preuve scientifique, hein, depuis des millénaires. Mais bon, donc on était là-dedans, et puis les anglo-saxons, comme d'hab, ils sont toujours un petit peu en avance sur nous. Donc ils ont commencé à faire de la recherche avant nous, et ils ont rapidement montré que le passif, ça marchait moins bien que l'actif, voire ça marchait pas. Donc on est passé d'un métier où on était nous acteurs et le patient passif à un métier où c'est le patient qui est acteur de sa rééducation et où c'est vachement plus intéressant et intellectuellement pour nous et physiquement pour le patient, quoi. Donc il y a eu des années de transition où les gens comprenaient pas vraiment, et puis maintenant c'est vraiment assez ancré, enfin pas encore vraiment, parce que quand tu dis que t'es kiné, les gens disent ah ouais, j'aimerais bien me faire masser. C'est encore un peu ça. Mais alors que moi je masse plus du tout, on est
la philosophie du cabinet, là, on est 7 kinés, on ne masse pas parce que c'est validé par la science que ça n'a pas d'effet. Outre l'effet placebo. Alors après, tu peux c'est pas nous dans notre champ de compétences, on dit qu'on le fait pas, mais ça veut pas dire qu'il faut pas se faire masser. Hein. Moi, je vais me faire masser aussi quand j'ai besoin ou envie. Et du coup, donc on a un métier où le patient est acteur de sa rééducation, où on est très dans l'écoute et dans l'observation des gestes et des mouvements. Et voilà, donc là, on est là-dedans. Et quand tu me dis, donc ta question c'était comment je vis mon métier aujourd'hui et comment je le vois évoluer, c'est ça? Ouais, dans les 5 et 10 prochaines années, peut-être. C'est difficile de se projeter parce que ça va tellement vite sur certains aspects, mais peut-être que dans votre métier, ça va pas aller si vite que ça, je sais pas. Je sais pas. Je dirais que dans les 5 prochaines années, on va sûrement s'équiper de d'outils pour nous aider, surtout sur la partie administrative. On est déjà équipé sur les outils genre Doctolib pour les agendas, les rappels de rendez-vous, Ouais. les un peu voilà quoi, l'annuaire des patients, tout ça. On est sûrement amené à faire comme les médecins des bilans enregistrés avec une synthèse par l'IA. Ça, je pense que ça arrivera rapidement. Le bilan, c'est quand même long. C'est une demi-heure, trois quarts d'heure de rendez-vous en tête à tête où on est très concentré sur l'échange parce que le patient il dit pas forcément tout. Donc c'est l'interrogatoire qui fait que le patient il va sortir des infos, bah, comme là quand tu m'interroges. Si tu me poses pas les bonnes questions, je vais pas tout raconter. Donc l'IA, elle va enregistrer, synthétiser, sortir les infos importantes, mais pour le moment, je pense que c'est toujours le kiné qui posera les bonnes questions et les questions orientées. Et après, oui, la vraie question, je pense que ta question, c'est comment l'IA va entrer dans notre monde. C'est ça, en fait, que tu veux savoir. En partie, ouais, c'est comment, si tu as déjà une idée, si tu vois déjà enfin, des propositions, des choses qui se profilent ou, Après, ça dépend qu'est-ce que tu donnes comme définition à l'IA, mais par exemple, nous, on a quand même déjà des outils qu'on utilise. Je sais pas si c'est de l'IA, c'est par exemple les EMG et le biofeedback. Donc, on arrive à connaître la qualité de la contraction musculaire, la visualiser et expliquer au patient. Et ça nous permet d'avoir une réhabilitation qui est meilleure. Ça peut nous aider aussi sur un truc où clairement on n'a pas le temps et ça franchement c'est chouette. C'est sur quand tu recherches un article scientifique, ça va te faire une synthèse cool de tout ce qui est récent dans la littérature scientifique. Ça, je pense que ça va arriver vite. Et puis après, on a déjà des capteurs que tu peux mettre sur le corps avec des vidéos associées qui vont permettre d'étudier le mouvement, la performance, faire de la prévention des blessures, te dérouler un programme de réhabilitation. Tout ça, ça va arriver, voire c'est même déjà existant. Après, comment nous on va s'intégrer là-dedans? Je pense que notre rôle c'est d'être à l'écoute. On a vraiment ce rôle-là en étant à l'écoute du patient, ben progressivement parce que ça sort pas forcément tout au moment du bilan. On a des nouvelles infos qui nous permettent d'aller vers le traitement le plus approprié au fil des séances. Donc être dans l'humain, quoi. Et puis être là pendant les exercices. L'IA, elle va corriger. Oui, si tu te colles des capteurs partout, un jour l'IA, elle va corriger à notre place. Un jour, ça viendra peut-être, mais je sais pas. Moi, je suis pas assez spécialiste de ça pour le savoir. Et puis peut-être qu'on retournera vers le massage et la mobilisation parce que les robots le feront moins bien que nous. Voilà. Je sais pas. ou que l'IA aura prouvé que c'était utile, peut-être. Je sais pas. Ouais, voilà, ouais. On verra.
On sait pas. Mais effectivement, donc vous avez déjà plein de capteurs, plein d'outils. Après, il faut que ces outils soient boostés par l'IA. Mais ça, c'est une Ouais, couche qui va arriver finalement assez vite, hein. ben, Après, ouais. des robots qui massent, ça, c'est sûr, c'est peut-être pas tout de suite. Alors moi, j'avais envie justement de t'inviter parce que je pense que tu es dans un métier qui a de l'avenir, clairement, parce on est nombreux à avoir des douleurs et notamment des douleurs dans le dos, ce genre de choses, parce que on est des générations à peut-être pas assez mobiliser le corps et à être trop assis, sédentaires, etc. derrière les écrans. Donc, je sais pas de quoi sera fait le monde de demain, mais a priori, on risque d'avoir encore beaucoup besoin de vous et de rééducation et de ce que tu expliquais dans des centres où on est actif en fait. On n'est pas juste, comme tu disais, passif avec quelqu'un qui vient s'occuper de nous, même si parfois c'est bien agréable. Ouais, je suis d'accord. Alors, qu'est-ce que tu dirais à un jeune diplômé, par exemple, qui nous écoute et qui est dans sa première année de job et qui, comme toi à l'époque, ressent un peu ce décalage profond entre où il est, ce qu'il aimerait et qui n'ose pas bouger en fait aujourd'hui, de peur, de toutes les peurs peut-être que tu as connues. Ça serait quoi ton premier conseil? Bah déjà, souvent, et toi tu l'as dit, quand tu m'as présenté là, t'as dit que j'avais eu du courage. Et en fait, non. En fait, ce qu'aurait été courageux, c'est de continuer dans un truc qui me plaisait pas. En fait, c'était une évidence et j'avais pas d'autre solution. À partir du moment où pour la personne, c'est une évidence que tu as une évidence professionnelle qui se présente à toi, moi je me suis dit c'est kiné et rien d'autre. Donc c'était en fait hyper facile. Ouais, non, mais parce que alors là, t'étais très sûr de toi et aligné, quoi. Ouais, Ouais. ouais, Et du coup, c'est vachement plus difficile, je pense, dans le cas où t'es pas aligné avec ce que tu fais à l'instant T, mais tu sais pas avec quoi c'est tu seras pas, aligné. ouais. Et dans ces cas-là, je pense que c'est vers des gens comme toi qu'il faut se tourner. Et, euh, et effectivement, ça peut te permettre de révéler des trucs dont t'as pas conscience, ou ouais, mettre en évidence tes vraies qualités et ton vrai besoin pour ta vie professionnelle, parce que c'est quand même chouette d'avoir un boulot où tu vas tous les matins en sifflotant parce que tu sais que ça va être cool. Même si, malgré tout, il y a des jours, je me dis, j'aimerais bien rester à la maison, faire autre chose, parce que c'est la routine du boulot. Mais voilà, c'est hyper important et je pense encore plus aujourd'hui de vraiment kiffer son boulot. On est dans un monde où on nous met beaucoup de pression sur tout et en fait, faut prendre un peu de recul par rapport à tout ça, à nos carrières, et puis rencontrer des gens qui vont nous aider, parce qu'en fait, et au collège, au lycée, on t'envoie vers une conseillère d'orientation qui ne sert à rien, quoi. Enfin, et du coup, jamais tu te poses les bonnes questions, à moins d'avoir une vocation. Tu sais pas, tu te lances dans une école de commerce, une école d'ingénieur, mais en fait, tu t'apprends pas un métier. Donc, tu sais pas vraiment ce que tu vas faire après. J'adore parce que en fait, j'avais cette question, comment tu projetais ton avenir, la réussite et tout. Et en fait, ce que tu as mis le doigt sur quelque chose qui est tellement juste quand on est jeune, quand on arrive dans des études, que c'est un peu la fête, que tout le monde, on se fait des amis, on découvre la vie. Finalement, est-ce que on est si sérieux que ça? On construit pas forcément ce truc-là, on réfléchit pas suffisamment, on doit choisir des filières. Et puis on le fait pas toujours peut-être de manière travaillée. On prend pour finalement peut-être aller avec ses amis ou faire un truc qui nous plaît, alors que on a l'impression que ça nous plaît, mais finalement ça peut-être pas plus que ça. Enfin bref, il y a un vrai travail un peu sérieux. Et effectivement, bah, alors les conseils d'orientation en général, on les voit plutôt dans notre parcours, on les voit au collège, au lycée. Là, c'était carrément même plus tard. Mais c'est vrai que les pauvres, elles sont un peu larguées, hein, les conseillères d'orientation aujourd'hui. Moi, c'est pour ça que Ouais. j'ai créé quelque chose
chose qui, je pense, pourra les accompagner, les aider, ou qu'elle pourra orienter les gens vers ce genre d'outil qui est ouvert et gratuit pour Ouais. essayer de se poser les bonnes questions et trouver quelque chose qui nous correspond et qui a de l'avenir, quoi. Maintenant, faut se poser cette double question. Hein, faut pas y aller non plus en aveugle parce que Ouais, c'est c'est pas ça. simple. Maintenant, quand on va dans quelque chose pour lequel on est passionné, il y a peu de chances que ça ne marche pas, quoi, que ça rate. Donc en vrai, c'est surtout ça qu'il faut essayer d'aller chercher. Donc, c'était hyper intéressant, Sarah. Je te remercie énormément d'être venue et d'avoir partagé avec beaucoup d'authenticité ton, Et oui, ton, c'est comme ça. ton histoire et avec les hauts, les bas etc. Je te remercie. Je pense vraiment que ça va être très très inspirant pour notre génération qui vers la quarantaine, 35-40 ans se pose des questions, mais pas que. Et justement, c'est là où j'ai trouvé ton témoignage hyper intéressant. C'est pour cette nouvelle génération qu'on appelle la Gen Z. Et qui a priori a énormément de courage pour le coup, puisque très rapidement eux, ils sont capables de changer de voie, de se reconvertir quand ils voient que ça leur correspond pas. Donc je pense que ton témoignage, ça peut que les encourager à aller et faire les démarches qu'il faut pour être bien dans son boulot, quoi. Ce que tu dis, c'est important d'aller dans un travail dans lequel on se plaît et se lever le matin et le faire avec joie, quoi. Te remercie, Sarah. Merci à toi. À bientôt et à bientôt tout le monde. Bye bye.